Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir grâce à la MLIS dans cet auditorium de la Maison du Livre, du Son et de l'Image. Est-ce que je suis dans le bon ordre? MLIS, du livre, de l'image et du son, c'était ça qui n'allait pas. MLIS, voilà. Et c'est une belle occasion pour notre journée d'études aujourd'hui, qui porte sur le son, la musique en tout cas. Donc nous avons fait un plagiat d'un titre d'un film de Rohmer, donc en l'adaptant à notre thématique. Donc ce n'est pas l'arbre, le maire et la médiathèque, mais la musique, la bibliothèque et le territoire, qui est le sujet de qui va être le sujet de nos échanges aujourd'hui. L'idée, à travers ce titre, était effectivement de placer nos échanges et nos questionnements par rapport à cette thématique de la musique en bibliothèque, donc de placer ces questionnements en relation avec les territoires de nos établissements bibliothèques de lecture publique. C'est donc le premier point. Et ensuite, l'autre manière d'aborder la thématique était aussi de partir de plusieurs angles d'attaque, de plusieurs points de vue. Le premier, bien sûr, ce sera la première intervention. Vous donner l'occasion d'avoir un retour, un des premiers retours publics de l'enquête qui a été menée par Olivier Zerbib et Pierre Lequéot pour, on en parlait tout à l'heure, le ministère de la Culture, la BPI, sur cette question des collections de musique dans les bibliothèques et plus largement, donc sans doute d'avoir ensuite un certain nombre d'outils d'analyse et nous permettant ensuite à nous professionnels de faire peut-être des expériences et de faire des choix pour nos publics. Ça, c'est le point de départ de notre journée d'études. Et ensuite, nous irons dans différentes directions à partir d'expériences variées qui sont en train d'être mises en œuvre ou qui le sont depuis quelque temps déjà dans les différents établissements. Et nous voyagerons je cherche nos collègues bordelais, je les ai vus, ils sont là. Voilà, à travers votre expérience, mais aussi donc, dans la région bordelaise, mais aussi à partir de une expérience lyonnaise, iséroise, pour terminer sur des interrogations, plus particulièrement des compétences des bibliothécaires. Et je remercie la CIM d'intervenir à travers notre collègue Cyril Michaud de l'ABM de Lyon. Et je pense que ça sera un point un petit peu d'arrivée avant donc la synthèse que Pierre-Yves Cachat a accepté de faire pour nous à la fin de cette journée. Nous démarrons par un petit quiz. Donc, je voulais remercier Claire aussi qui est là, qui a beaucoup travaillé sur cette préparation de journée d'études et qui vous a préparé un petit quiz pour poser quelques questions justement sur les bibliothèques et la musique et vous poser ces questions pour peut-être faire un petit peu remuer un petit peu un certain nombre d'idées a priori et au démarrage. Je te laisse la parole. Bonjour. Alors du coup, on voulait aussi avoir un petit peu une idée de ce qui se trouvait dans vos bibliothèques et puis éventuellement, dès le début de la journée, vous faire participer un petit peu. Donc on a pris des images qui représentent certaines idées sur les bibliothèques, certaines assez traditionnelles et d'autres peut-être un petit peu moins. Donc là, il y a un petit peu les deux. Soit la présence des CD en bibliothèque, est-ce que vous en avez? Est-ce que vous en avez pas? Est-ce que vous trouvez que ça a sa place en bibliothèque? Est-ce que votre bibliothèque ressemble à ça? Donc les CD et puis éventuellement aussi un studio pour de répétition ou d'enregistrement. Donc est-ce que pour les CD, est-ce que par exemple vous en avez dans votre bibliothèque? Je vais vous demander de lever la main, comme ça nous permet de voir à peu près. Donc presque tous. Ah, il y en a, c'est moyen. Il y a des moitiés de CD. Et un studio, qui en a dans sa bibliothèque? 2. Et qu'en pensez-vous de la place est-ce qu'il y en a qui veulent prendre la parole pour nous dire un petit peu ce que vous pensez de la place soit des CD, soit des studios dans les bibliothèques? Oui?
Bonjour, je m'appelle Éléonore, je travaille à la bibliothèque universitaire Chevreul, Lyon 2. Donc nous n'avons pas de fonds de CD, même si nous avons un fonds de musicologie assez important. Donc on a des livres et des ouvrages et des partitions, ainsi qu'un piano en libre accès. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, ce qui concerne les CD, moi je trouve que oui, évidemment, ça a sa place, mais le problème, c'est l'obsolescence de ce format. C'est-à-dire que de nos jours, les gens, les jeunes en particulier, ont de moins en moins de quoi écouter des CD. Ça leur parle de moins en moins, c'est vraiment le streaming, Spotify, Deezer et tout ça, quoi. D'ailleurs, sur les nouveaux PC, il n'y a même plus de quoi lire des CD ou des DVD. Enfin, moi, je trouve pas ça bien, mais bon, c'est pas moi qui décide. Après, pour ce qui est des studios d'enregistrement, ben oui, moi, je trouve ça très bien. Voilà, j'aurais aimé que dans ma bibliothèque, moi, je trouve ça tout à fait sa place. C'est très bien si on peut se le permettre. Oui, c'est une très bonne chose. Donc voilà. Alors, la médiathèque de Fézin, donc là, on est en cours de désherbage du fond CD. L'objectif est de passer à 3 bacs avec une rotation sur le contenu des bacs tous les 3 mois, avec un point fort sur les nouveautés et la mise auprès de lecteurs CD-DVD. Un studio, oui, on a de plus en plus de demandes d'usagers. Mais après, par rapport au territoire, on a une SMAC et un conservatoire, une école de musique. Donc voilà, ça se fera, mais je pense dans le temps, en collaboration avec les partenaires. Voilà. Merci. Je vais passer à la diapo suivante. Donc, on en a déjà un petit peu parlé du coup. Piano ou écoute sur place, est-ce que d'après vous ça a sa place en bibliothèque? Et alors déjà, peut-être qui a un piano dans sa bibliothèque? Ou un autre instrument de musique, hein, peut-être. On a pris le piano, mais... Et qui propose de l'écoute sur place? Ah oui, donc vous êtes quand même à... oui, plus que la moitié. Presque les 2/3. Et qu'en pensez-vous du coup? Est-ce qu'il y en a qui souhaitent prendre la parole pour nous faire un retour? Est-ce que ça a sa place d'avoir un piano dans une bibliothèque ou de proposer de l'écoute sur place? Nous, on a un piano avec casque évidemment, pour pas que ça fasse du bruit, et c'est très souvent utilisé. Donc moi, je pense que ça a sa place, surtout si on a des étudiants en musicologie. Je trouve que c'est une bonne chose. On a aussi des partitions qui sont empruntables. En tout cas, le piano, je vois souvent des gens qui y sont. Pour ce qui l'écoute sur place, on a des casques. On a des casques audio, c'est souvent demandé. Après, je crois pas que nos ordinateurs sont pas équipés de quoi regarder les DVD. On n'a pas de CD, mais on a un fond DVD. Mais on a des lecteurs DVD externes. Voilà. Ah, mais ça peut être les deux, hein. Donc à Lyon, on a les deux. Mais je vais juste revenir sur l'écoute sur place. Moi, je pense que l'un des problèmes des bibliothèques musicales, c'est qu'elles ont été on a très longtemps en fait évalué leur activité exclusivement sur le prêt. Or, l'écoute sur place, c'est un usage de la collection tout à fait légitime et qui touche un public qui peut être aussi totalement différent, notamment un public qui n'est pas équipé ou un public qui n'a pas de domicile ou un public voilà. Donc nous à la bibliothèque de Lyon, on a des postes d'écoute qui sont utilisés par ce qu'on appelle de façon assez moche les séjourneurs et qui en plus pour lequel on maintient des acquisitions qu'on pourrait dire quasiment spécifiques puisque on fait des statistiques d'écoute sur place et on se rend compte que des styles musicaux peu empruntés sont en fait énormément écoutés sur place. Et donc c'est intégré aussi dans la politique documentaire. Alors sur l'écoute sur place, j'allais dire à peu près ce qu'a dit Cyril, donc je ne vais pas rebondir, mais effectivement, par exemple, un exemple, Johnny Hallyday n'est rarement emprunté, mais écouté sur place par les séjourneurs. Je voulais parler du piano, parce que vous avez parlé du piano avec casque, mais moi je trouve ça bien aussi. Donc, chez nous, on a un piano sans casque, c'est-à-dire que les gamins jouent et on entend de la musique toute la journée. C'est dans le hall et ça fait vivre un lieu et il est tout le temps pris. Alors des fois, c'est plus ou moins bien joué, mais je trouve ça bien aussi qu'on entende de la musique. Est-ce que vous pouvez redonner vos noms et la bibliothèque où vous travaillez? J'ai oublié. Sylvette Peignon, je travaille à la médiathèque Jean Vautrin, c'est à Gradignan, banlieue bordelaise. Merci. Alors pour la suite, prêt de partition d'instruments. Qu'en pensez-vous? Qui prête des partitions? Une petite moitié, je dirais. Et des instruments? 2. En cours. 3.
Est-ce que quelqu'un souhaite en parler ou donner son avis? Est-ce que d'après vous, ça a sa place en bibliothèque? Vous faites presque tous oui de la tête. Cyril? Donc à Lyon, on prête depuis simplement la fin du mois de janvier 2023. Les retours sont très positifs. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas entendu le public dire que ce qu'on faisait était génial. Ça a bien reboosté mes collègues aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça touche aussi un public différent et nouveau. Et ça, pour l'instant, ça se passe très très bien. Nicolas Clément, Bibliothèque de Bordeaux. Alors moi je dirais que le prêt d'instruments, pour nous, c'est venu dans la continuité de la mise en place d'un studio dès 2013. Studio pour lequel ça a fait peur énormément à l'équipe de direction de l'époque, qui nous a dit « votre truc va attirer trop de monde et on ne saura pas le gérer ». Donc le projet a été un peu mis en sommeil et repart de plus belle depuis 3-4 ans. Et on se rend compte que le prêt d'instruments associé à un studio, c'est vraiment pertinent. Parce qu'on est arrivé à faire quelque chose d'assez confortable pour le public. Il faut savoir que Bibliothèque Mériadec, c'est du béton. Et que le son, les vibrations, le son, c'est des vibrations. Et qu'au 8e, on pouvait entendre des fois la batterie électronique. Donc on a réussi maintenant, avec un procédé tout simple, avec quelques câbles, à pouvoir relier sur une même sortie son, en fait, un ensemble d'instruments. Ce qui fait qu'on favorise du coup maintenant la pratique à plusieurs sur une même sortie son. Ce qui fait que là, pour le coup, on peut faire des mini-concerts au casque, voire sans casque, plus faiblement. Et c'est vraiment une plus-value parce que le prêt d'instruments, ok, on offre un service, mais on n'a pas forcément le côté inclusif des publics qu'on a avec un studio. Et même par rapport aux conseils sur les méthodes, etc., on a une approche plus fine de l'usage qu'on peut faire du prêt d'instruments, du coup, par le fait d'avoir plus de liens avec le public. Alors la dernière, rave party ou vinyle, est-ce que ça a sa place en bibliothèque? Alors qui a déjà organisé une rave party en bibliothèque? Non, il n'y a personne. Ah si? Donc une boum, un bal? Oui, aussi. Et des vinyles, qui en propose? Et est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette question? Oui, Nicolas ou Sylvette, je sais pas. Sur Gradignan, je ne prête pas de vinyle, je vais juste ponctuer juste là-dessus, c'est que dans ma structure, dans un milieu plutôt banlieue favorisé, pour moi le vinyle il sort pas du tout, les amateurs de vinyle ils achètent leur vinyle, ils en prennent pas chez moi. Et donc du coup j'ai commencé à investir dans le fond, j'ai arrêté. À cela s'ajoute aussi, nous, on a une municipalité donc écologiste. Il y a la question de la fabrication des vinyles, à mon avis, qui va leur venir aux oreilles dans pas longtemps, comme l'équipement des documents aussi. Je sais pas si... Voilà, c'est quelque chose qui va peut-être se poser à un moment. Pour l'instant, on en est épargné. Et juste pour le côté rave party, pour ceux que ça pourrait intéresser, il y a des possibilités de faire des concerts au casque. Et c'est génial. On a fait ça, nous, dans ce qui s'appelle la nuit des bibliothèques. Il y avait une 60aine de casques qui pouvaient se prêter toutes les demi-heures, par exemple. Les gens n'écoutaient pas tous la même chose, ce qui fait que ça fait un effet, c'est assez festif du coup, parce que tantôt certains vont avoir de la musique assez rapide, speed, et d'autres vont avoir des slow et tout ça, et ça fait un effet, et ça c'est pas du tout perturbant pour le public, mais c'est justement hyper entraînant. Voilà. Alors Pierre-Yves? Je ne m'attendais pas à intervenir sur la thématique, mais un rave party, ça me parle immédiatement. Effectivement, quand je dirigeais la BU du Havre, on avait organisé une silent party avec aussi une 60aine de casques où on avait fait venir, le dispositif était assez intéressant parce qu'on avait mis en confrontation des étudiants, un collectif d'étudiants qui produisait un DJ set d'un côté, et on avait fait venir des Lyonnais que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui sont les Shaitan Brothers, qui occupait un dôme à côté. Et effectivement, ce qui a été intéressant, d'abord, ça a créé un niveau d'adhésion assez incroyable du côté des étudiants qui participaient, et avec le jeu un peu subtil d'une désynchronisation de la danse selon la piste sur laquelle les casques étaient positionnés. Mais alors honnêtement, moi je crois beaucoup à ce dispositif de silent party dans des lieux qui ont toujours une relation complexe avec la notion de bruit et de silence. Il y a le moyen de cumuler les deux et de donner une sensation d'appartenir à une communauté qui est en réalité très forte avec ce dispositif. Voilà. Donc je corrige ce que j'ai dit, il y a une personne qui a organisé une rave party dans la salle. Il y a Sylvette encore?
Alors, sur les boom parties, moi je vais mettre une petite pierre peut-être pour le débat de tout à l'heure. Nous, on organise ce qu'on appelle des crack-a-boom, donc des booms pour les enfants. On fait aussi des DJ sets pour adultes et enfants. On en a fait beaucoup. Et il y a quelques temps, on a même animé, ce qui est en dehors de ma structure, les fêtes du quartier, d'un quartier particulier de ma ville. La question est, et c'est la question qu'on s'est posée, et à un moment donné, avec mon collègue François Perrault, on s'est arrêté. Est-ce que ça déborde pas? Est-ce qu'on ne devient pas des animateurs et non plus des bibliothécaires? C'est la question, hein. On se l'est posée. Donc on a commencé à dire stop, on ne fait plus rien en dehors de notre structure, mais la question elle reste toujours là. Est-ce que c'est vraiment notre métier? Parce que ça marche, hein, ça par contre ça marche. Mais on fait de la musique, on est DJ. C'est un joli pont pour notre dernière intervention de la journée. Oui, une pierre d'attente pour tout à l'heure. Merci beaucoup. Le programme, du coup, Marie-Madeleine, vous Oui. l'a déjà présenté. Je ne sais pas s'il y a encore Oui, quelque je chose l'ai fait à en un petit dire. peu rapidement et je voulais ajouter quelque chose qui n'apparaît peut-être pas. C'est que cette journée d'études est organisée avec le soutien de la DRAC, que je remercie d'être là. Et puis, nous aurons d'ailleurs l'intervention d'un collègue de la DRAC, donc conseiller, non pas pour le livre et la lecture, mais pour la musique. Super. Merci.